Luc Paillard et Stéphanie Lebrun m'ont demandé de vous faire une conférence sur le médicament. Voilà. Alors on va un peu regarder ce que c'est, comment ça se développe, et puis les données un peu pharmaco-économiques. Donc moi je suis Vincent Lagente, je suis professeur de pharmacologie à la faculté de pharmacie à Rennes. Qu'est-ce que c'est la pharmacologie? Eh bien c'est la science, salut Stéphanie, c'est la science qui étudie le mécanisme d'action des médicaments. Donc vous imaginez bien l'importance de la pharmacologie dans le développement d'un médicament. Je vais commencer par revenir sur mon parcours, parce que souvent les étudiants disent « Tiens, mais comment on devient prof à Rennes ?» Donc je vais vous expliquer comment moi je suis venu ici par hasard un petit peu. Donc ma formation, en fait, elle est... Bon, je suis pharmacien, je suis originaire du Loiret, donc j'ai fait mes études à Tours, donc docteur en pharmacie, et ensuite je suis parti à Paris. Pourquoi? Parce que je voulais faire un DEA. Le DEA, c'est diplôme d'études approfondies. C'était à l'époque l'équivalent du Master 2 recherche. D'accord? Donc j'ai fait ça à Paris 5, alors à la faculté de pharmacie à Paris 5, je ne sais pas si vous connaissez Paris, c'est à côté des jardins du Luxembourg, c'est quand même très agréable, c'est tout proche du quartier latin. Donc j'ai fait un DEA, ensuite j'ai fait une thèse d'université à Paris 5. J'ai passé l'HDR, alors c'est un peu particulier l'HDR, je ne sais pas si vous savez ce que c'est l'habilitation à diriger des recherches, c'est un diplôme typiquement français qui est obligatoire pour passer prof. Et puis je me suis présenté sur un concours de professeur pharmacologie à la faculté de pharmacie en 93, et voilà, depuis 93, donc je suis professeur ici à la faculté de pharmacie. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme stage? Eh bien, un des stages les plus importants que j'ai fait, c'est à l'Institut Pasteur à Paris. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel, c'était vraiment une occasion pour moi de rentrer dans un laboratoire de recherche, dans un institut fantastique, qu'est l'Institut Pasteur. Donc j'ai passé 3 ans comme stagiaire de recherche à l'Institut Pasteur, dans une unité de pharmacologie cellulaire, et qui était aussi associée à l'INSERM. C'est là que j'ai fait mon DEA et une grosse partie de ma thèse. Ensuite, vu mon niveau d'anglais, qui était excellent, puisque j'ai eu 6 au bac, mon patron il a dit non, c'est plus possible, là, je t'envoie en Angleterre. Donc il m'avait trouvé un poste de chercheur au laboratoire Wellcome, donc, qui est une société privée qui a été rachetée plusieurs fois par des sociétés, et maintenant c'est GSK, je ne sais pas si vous connaissez GSK, GlaxoSmithKline. Donc j'ai été passé 6 mois à Beckenham. Beckenham, c'est au sud de l'Angleterre, c'était super sympa. Qu'est-ce qu'on bouffe mal et qu'est-ce qui fait mauvais? Mais voilà, en immersion totale, on est obligé d'apprendre l'anglais et de supporter les Anglais. Et puis, il s'est passé quelque chose d'un peu particulier, c'est qu'à l'époque, eh bien, on était obligé de faire le service militaire, d'accord? Et donc, mon patron de Pasteur, qui était brésilien, m'a dit « Écoute, Vincent, je m'en occupe. » Bon, ok. Et comme il était brésilien, il est revenu un jour du Brésil parce qu'il allait voir sa famille, et il m'a trouvé un poste de professeur invité à l'Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo. Oui. Je parle aussi portugais depuis. Et j'ai passé 1 an et demi à faire mon service militaire. Alors, en ce moment, ça fait bien de dire qu'on fait son service militaire au Brésil, vu la politique qu'il y a. C'était le service national, bien évidemment. Et j'ai fait, donc, au département de pharmacologie de l'Université de São Paulo, j'ai passé 1 an et demi, ce qui était très, très positif au niveau mentalité, voir autre chose, voir une autre organisation, et qui était un peu difficile. Bon. En rentrant, j'ai trouvé un poste dans l'industrie pharmaceutique, donc comme chef de laboratoire d'immunopathologie chez Ipsen Beaufour. Ipsen, ça veut dire Institut de produits de substances et d'extraction naturelle. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé sur le développement d'anti-inflammatoires en préclinique, sur des substances qui étaient extraites du ginkgo biloba. Vous connaissez le ginkgo biloba, donc qui a beaucoup de propriétés, et on essayait de développer des médicaments issus de la préclinique. Donc je suis resté 5 ans, et ensuite j'ai changé de boîte, comme on dit. Je suis allé chez Juvenal. Alors, Ipsen, c'est
c'est à Orsay, hein, c'est au sud de Paris. Juvénal, c'est aussi à Fresnes, c'est au sud de Paris. Et là, j'ai été en fait contacté par un chasseur de tête qui me dit Monsieur l'agente, vous avez le profil, j'ai un poste pour vous, ok. C'est payé combien? Parce que c'est ça le truc. Hein. Et puis voilà, donc je suis parti comme chef de laboratoire immuno-inflammation chez Juvénal. Et là, on travaillait toujours sur des anti-inflammatoires au niveau préclinique. Et c'était aussi très très intéressant. Et puis je ne suis pas resté longtemps parce qu'en 93, donc, quand j'étais chez Juvénal, j'ai passé le concours de prof et ils m'ont vu partir à Rennes un peu dépité parce que le projet sur lequel je travaillais, le projet de développement de médicaments, était très très positif. Et ils m'ont dit, ben, écoute Vincent, on te donne de l'argent, tu continues à Rennes à travailler pour nous. Et puis voilà, donc c'est comme ça que j'ai développé le labo ici à Rennes. Qu'est-ce que j'ai fait aussi donc en 2000-2007, j'ai été aussi contacté par un chasseur de tête. Hein, c'est quand même assez génial de ne pas avoir de boulot à chercher. Qui cherchait quelqu'un comme responsable du développement préclinique chez Air Liquide. Air Liquide, c'est les gaz, hein, comme vous savez. C'est les gaz médicaux. Et les gaz médicaux sont considérés comme médicaments. Pourquoi? Parce qu'ils ont des indications thérapeutiques. Et comme ils voulaient faire des extensions d'indications sur les mélanges oxygène-hélium, ils avaient besoin de données précliniques et donc j'étais chargé de ça, de développer. Alors ils n'avaient pas de labo chez Air Liquide, hein. Il n'y a pas de labo de recherche sur la partie santé. Donc en fait, j'extériorisais tous les contrats à l'université, à l'INSERM, etc. Je suis resté 1 an. En fait, je n'ai pas travaillé sur les mélanges oxygène-hélium, j'ai travaillé sur le protoxyde d'azote et le xénon comme neuroprotecteur. Et ça, c'est voilà, dans l'industrie, on ne sait pas sur quoi on va travailler. Il faut accepter hein, les projets, ça change tout le temps. Et puis depuis, donc, je suis à Rennes. J'ai quand même profité d'un poste de professeur invité, de chercheur invité à l'université de Rio. Parce que l'ancien président Lula, dont vous avez entendu parler, avait développé beaucoup de projets comme ça, internationaux, de formation, de recherche, etc. Donc en fait, pendant 4 ans, je suis allé presque 2 mois du temps à Rio, c'est pas désagréable, hein. Non, c'est pas mal. Et puis je faisais des cours de master, des jurys de thèse, des comités de thèse, des choses comme ça, de l'encadrement. Voilà un petit peu le parcours. Donc ce qu'il faut retenir, je dis toujours ça aux étudiants de pharmacie aussi, la filière industrie, mobilité, 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 mobilité. Et deuxième chose très importante, il faut faire ce qu'on a envie de faire. D'accord? Puisque le métier, ça va être pour quelques dizaines d'années, hein, Stéphanie, 50 ans, 40 ans, allez, voilà. D'accord? On va parler du médicament. Alors, je vais commencer par une définition. Hein, on va commencer par les bases vraiment de ce que c'est. Et puis après, on parlera du développement et des conséquences du développement. Donc, un médicament, c'est toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives. D'accord? Curatives, ça veut dire qu'ils vont soigner une pathologie. Ou préventives, c'est-à-dire qu'ils vont prévenir le développement des pathologies à l'égard des maladies humaines ou animales. Vous connaissez tous le médicament vétérinaire. Hein? Donc c'est considéré comme médicament. Ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal. Ou pouvant leur être administrée en vue d'établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. On va rentrer dans le détail. Ça, c'est la définition officielle. Okay ? Je mettrai les diapos sur Moodle. Hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, il y a des cas particuliers. On va commencer par les voir. Donc, vous avez des produits présentés comme supprimant l'envie de fumer ou réduisant l'accoutumance au tabac. Vous savez que c'est la guerre contre le tabac, contre les fumeurs. Hein, donc, tous les moyens sont bons. Et on les a classés comme médicaments, ces médicaments qui pouvaient entraîner l'envie de fumer ou l'accoutumance au tabac. Les produits stables préparés à partir du sang,
par exemple les facteurs de coagulation, et vous connaissez l'établissement français du sang qui est à Villejean, travaille beaucoup là-dessus. C'est vraiment très très important. Les facteurs de coagulation sont considérés comme des médicaments. Et les produits diététiques. Par contre, les produits qui sont utilisés pour la désinfection des locaux ou pour les prothèses dentaires ne sont pas considérés comme des médicaments. Il y a un cadre réglementaire, le médicament, mais on va y revenir, c'est très très réglementé, c'est très encadré. D'accord ? Ensuite, quelques dénominations. Alors, vous connaissez tous le Doliprane, d'accord, ou les Feralgan. C'est un nom de fantaisie, c'est un nom commercial. Chaque médicament en fait a deux noms. Il a une dénomination commune internationale, la DCI. Donc pour le Doliprane ou les Feralgan, c'est le paracétamol. Okay, c'est ce que vous trouvez sur toutes les boîtes. Si vous allez chez le pharmacien à Copacabana, parce que vous avez bu trop de caipirinha, vous savez ce que c'est la caipirinha? J'espère. Vous allez chez le pharmacien, vous demandez du Doliprane, il ne va pas comprendre. Vous demandez du paracétamol, il va savoir ce que c'est. Okay, et la dénomination commune internationale, on la retrouve aussi sur les emballages, les boîtes des médicaments génériques. Je vais y revenir sur les génériques. Puisque c'est le nom qui a été déposé et c'est le principe actif, c'est le nom du principe actif qui compte. Et ensuite, vous avez donc le nom de fantaisie ou le nom commercial, donc vous avez Doliprane, Efferalgan, Dafalgan, etc., etc. Il y en a des dizaines. Alors, il existe environ 1000 à 1300 molécules actives, selon 5200 spécialités pharmaceutiques, on va y revenir, et 10 000 présentations différentes hors générique. Un médicament, vous avez à la fois ce qu'on appelle le principe actif ou les principes actifs. On va voir, il y a des médicaments où il y a deux principes actifs. Donc, ils sont constitués d'une quantité de molécules actives ayant un effet pharmacologique. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils vont influencer, ils vont intervenir dans la physiologie et la physiopathologie. Et donc qui ont un intérêt thérapeutique démontré cliniquement. On va y revenir aussi sur les essais cliniques. D'accord ? Et puis vous avez des excipients. Alors qu'est-ce que c'est les excipients ? C'est des substances auxiliaires qui vont permettre de formuler la forme galénique. Exemple, un excipient, ça ne sera pas le même si vous faites une gélule ou un sirop. Okay ? Mais vous pouvez avoir le même principe actif. Vous avez des sirops contenant du paracétamol, vous avez des gélules contenant du paracétamol, mais tout ce qui l'enveloppe ne va pas être la même chose. C'est ce qu'on appelle l'excipient. Okay ? Donc, vous avez un ou plusieurs excipients qui permettent de formuler le ou les principes actifs, c'est-à-dire de présenter le principe actif sous une forme galénique déterminée. La forme galénique, c'est comprimé, gélule, sirop, patch, tout ce que vous voulez, on va y revenir aussi. OK ? Donc, il y a toujours au moins deux constituants. En général, il y en a beaucoup plus, parce que c'est plusieurs principes actifs, souvent dans les médicaments, et souvent, il y a plusieurs excipients. Alors, quelques définitions, je vais revenir. La posologie, alors ça c'est très important, la posologie. C'est en pleine discussion, mais je vais y revenir aussi. Donc, c'est la dose usuelle du médicament. Dose usuelle du médicament qui a été déterminée lors des essais cliniques. Pour un adulte, d'un certain poids, etc. Normalement, cette posologie s'applique à l'ensemble de la population. Alors effectivement, il peut y avoir des différences, on est tous différents. Le métabolisme est complètement différent d'un patient à l'autre. Donc on est un peu dans la recherche d'adaptation de posologie personnalisée. Et c'est surtout vrai pour des médicaments qu'on injecte par voie intraveineuse ou par voie intramusculaire. Donc elle dépend de la maladie, de l'âge du patient, de son poids, de certains facteurs propres, fonction rénale, fonction hépatique. La posologie, en général, il y a chez l'enfant et chez l'adulte, souvent, parce qu'on essaye d'uniformiser
cette posologie, mais des fois, vous avez sûrement déjà pris des médicaments et vous dites qu'ils ne marchent pas. Ben, pourquoi ? Parce que vous n'avez pas forcément le même poids que celui qui a été pris en clinique, qui a été déterminé en clinique, vous n'avez pas le même métabolisme, etc. Hein ? Donc chacun, et là, il y a beaucoup d'études qui sont faites sur la posologie personnalisée. La pharmacocinétique, c'est la vitesse à laquelle la molécule active du médicament va être absorbée, distribuée dans l'organisme, métabolisée et éliminée. C'est ce qu'on appelle ADME, absorption, distribution, métabolisme, élimination, ADME. Hein, c'est des facteurs très très importants. Le nombre quotidien de prise, leur horaire, la dose journalière, etc. La pharmacocinétique, c'est très important. Parce que si on avale une gélule et qu'elle est éliminée tout de suite, ça ne sert à rien. Si elle est éliminée très lentement, ça ne sert pas à grand-chose non plus, parce que souvent, on a besoin d'un effet quand même rapide. Hein. Surtout avec les feralgans, surtout avec le paracétamol. D'accord ? Donc la pharmacocinétique, c'est quelque chose de très très important dans le développement d'un médicament. Et je me souviens, quand j'étais dans l'industrie, la première chose qu'on faisait, parce qu'il y avait les chimistes, ils avaient synthétisé une molécule le matin, et puis ils disent « Tiens, Vincent, viens, est-ce que tu peux tester notre nouvelle molécule et tout ça ?» Donc la première chose que je faisais, je l'administrais à une souris, par voie orale. Pourquoi ? Parce que si ça ne marche pas par voie orale, c'est très compliqué. Il faut envisager des médicaments avec un emballage un peu particulier, une galénique un peu particulier. Alors que si ça passe, c'est déjà bien. Et puis si la souris elle était morte au bout de 3 minutes, c'était aussi un problème. Enfin, c'était positif parce que le produit il marchait. On va positiver. Mais il y avait quand même des adaptations à faire. D'accord ? Donc en fait, l'industrie pharmaceutique essaye le plus possible de faire des médicaments qui vont être actifs par voie orale. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir ce qu'on appelle l'observance du traitement. C'est plus facile à administrer que si c'est une injection, que si c'est un patch, que si c'est un suppositoire. Vous savez ce que c'est les suppositoires ? Bon, ça n'existe presque plus, parce que tout le monde dit... Chez les enfants un petit peu, mais chez les adultes, c'est très compliqué. Pourtant, c'est une voie qui est très très intéressante. Mais bon. Indication, c'est là où les maladies pour lesquelles le médicament est utilisé. Le médicament est enregistré pour l'autorisation de mise sur le marché, je vais y revenir, pour une indication ou plusieurs indications. Et le médecin n'a pas le droit, sauf autorisation spéciale, de prescrire un médicament hors indication. D'accord ? Sinon, le médicament n'est pas remboursé. Et s'il y a un accident, il est responsable. D'accord ? Donc, il y a une indication précise pour chaque médicament. Et contre-indication, ça c'est vraiment la base aussi du travail, c'est la situation où la prise du médicament peut se révéler dangereuse. Okay. Alors l'administration, il y a plusieurs types d'administration, donc il y a de manière globale systémique, c'est ce que je vous ai dit, c'est quand le médicament, en fait, il passe dans le sang et puis il va atteindre les cibles thérapeutiques prédestinées. Donc c'est ce qu'on appelle l'administration systémique, passe dans le sang et est transportée partout dans l'organisme afin d'atteindre sa cible. Donc je mets en tête l'administration orale, parce que c'est vraiment l'administration orale qui est le plus utilisée. Donc vous avez des comprimés, des sirops, des gélules, solutions buvables, granulées. Petite parenthèse, les cachets, ça n'existe plus. On dit, j'ai pris mon cachet d'aspirine. Non, ça n'existe plus. C'était il y a 40 ans. D'accord ? Ça n'existe plus. En fait, ça a été remplacé par les gélules. C'était le même système, les cachets, c'était gros comme ça. Vous imaginez, pour avaler, ça passait pas bien. Maintenant, les gélules, ça passe quand même très très bien. Et on a réussi à concentrer le médicament dans une petite gélule comme ça qui passe très très bien. Sauf pour les vitamines, vous avez vu, les gélules sont très grosses, parce que c'est psychologique. On a l'impression d'en prendre plus. Bon, enfin,
Suppositoire, je passe parce que c'est plus développé, les industries pharmaceutiques, à part pour les nourrissons ou pour les jeunes enfants, mais l'industrie pharmaceutique développe plus le suppositoire puisque c'est pas vendu, il faut dire les choses, c'est pas très agréable. Par contre, ce qui marche bien, c'est les dispositifs transdermiques, donc à travers la peau. Donc vous avez des patchs, c'est ce qu'on appelle les patchs pour l'envie de fumer, ou comme anti-inflammatoires ou antalgiques. Il y a des anti-inflammatoires qu'on met par patch, c'est quand même assez efficace. Et alors l'avantage, c'est que ça passe directement sur le muscle, à travers la peau, ça ne passe pas par le système gastro-intestinal. Donc on n'a pas d'activité on va dire, embêtante avec le système gastro-intestinal. Et puis la voie parentérale, je vais y revenir aussi, c'est les injections. Donc on a des injections intraveineuses, donc dans la veine, souvent dans le bras. On dira en bolus, d'un seul coup, la seringue, ou en perfusion lente, en sous-cutané, intradermique ou intramusculaire. Qu'est-ce que j'ai encore ? Et puis alors on a de manière locale ou topique, d'accord ? Donc le médicament est amené directement à l'endroit où il doit agir. Donc c'est les pommades, les crèmes dermiques, les gels dermiques, etc. Les aérosols, par exemple les aérosols de bronchodilatateurs chez les asthmatiques. Le poumon a un avantage, c'est qu'il est ouvert sur l'extérieur. Donc on peut administrer directement un bronchodilatateur. Et ça, c'est très très efficace. Et puis les collyres aussi, pour les yeux. Voilà, les yeux sont ouverts sur l'extérieur, puisque je vous vois. Donc vous avez ici, je vous ai mis quelques diapos, mais vous connaissez, donc les gélules, c'est quand même ce qu'il y a de plus répandu avec les comprimés. Donc pourquoi il y a des gélules, pourquoi il y a des comprimés ? En fait, ça dépend de la pharmacocinétique. Pourquoi ? Parce qu'on peut faire des comprimés à libération prolongée, alors que la gélule, elle s'ouvre directement au niveau de l'estomac avec l'acidité. Donc tout de suite, le principe actif, il est libéré dans l'estomac. D'accord ? Vous avez donc des ampoules, ça c'est des patchs, vous avez les aérosols qu'on utilise chez les asthmatiques, et puis vous avez les suppositoires, je les ai quand même mis, parce que ça va disparaître, c'est peut-être la dernière fois que vous en voyez. Quelques données sur les conditions de prescription, donc c'est le médecin qui prescrit les médicaments, et qui vont les chercher chez le pharmacien. Alors il y a de plus en plus de médicaments en automédication. Et puis, je ne sais pas si vous avez lu les articles de la semaine dernière, parce qu'en fait, il y a des anti-inflammatoires qui sont en libre service, on va dire, en particulier l'ibuprofène, qui induit des ulcères à force et qui sont en vente libre. Alors, effectivement, le pharmacien surveille, quand vous allez à la pharmacie, il surveille un petit peu ce que vous prenez, puis il vous donne des conseils. Mais il est question de le remettre derrière le comptoir et il faudra demander au pharmacien qui vous posera des questions, etc. Sur l'utilisation. C'est un peu une surveillance parce qu'il y a eu une dérive très forte. C'est comme l'efferalgan à 1000 mg. Il n'y a pas besoin de 1000 mg d'efferalgan. 500 suffit, voire 250 pour avoir un effet. Donc là aussi, il est en vente libre et je pense qu'il va y avoir un retour en arrière sur cette automédication. En France, donc, on a un système d'assurance maladie qui est le plus développé au monde, avec la sécurité sociale, dans les autres pays, dans les pays un peu plus industrialisés en Amérique du Nord, c'est les mutuelles qui prennent le relais sur les remboursements, mais ça coûte plus cher. Donc lorsqu'un médicament est acheté sans être prescrit, il n'est pas remboursé. Il faut que ça soit sur une ordonnance, etc., etc. Vous connaissez le principe. On va revenir aussi sur l'AMM, qui est très important. Un médicament doit avoir obtenu une AMM. AMM, c'est autorisation de mise sur le marché, qui est donnée par les agences du médicament. Et puis, vous avez donc une classification par les organismes de régulation de la santé. Vous avez des listes comme ça avec les médicaments dangereux, les médicaments potentiellement dangereux, et puis les substances psychotropes, donc qui subissent une surveillance très importante. Vous avez les médicaments à usage hospitalier, donc on les trouve au CHU, que ce soit à l'hôpital Sud ou ici à Villejean, il y a une pharmacie hospitalière, qui est au sous-sol du bâtiment.
où vous avez des médicaments qu'on ne trouve pas en pharmacie voilà, de ville. Okay, hein, bon, les plus répandus, c'est les anticancéreux, on va dire, qui sont administrés à l'hôpital. Donc, ils sont réservés à l'usage hospitalier et ne peuvent être prescrits que par un médecin hospitalier. D'accord, hein, c'est un peu particulier. Bon, c'est souvent pour des gens qui sont hospitalisés. Hein. Ils ne sont pas en ambulatoire, ils sont hospitalisés, donc c'est vraiment restreint. Et puis vous avez, donc, parce qu'il nécessite une surveillance spécifique et donc une prescription par un médecin spécialisé qui les connaît très bien. Hein, le médecin généraliste ne connaît pas forcément tous les médicaments très très spécialisés de toutes les pathologies. D'accord ? Mais à l'hôpital, vous avez des services hospitaliers avec des médecins bien qualifiés qui prescrivent ces médicaments à utilisation restreinte. Et puis vous avez les médicaments d'exception. Alors ces médicaments qui sont particulièrement onéreux, les anticancéreux par exemple font partie de... Voilà, on a jusqu'à, pour vous donner une idée, 30 000, 40 000 euros de traitement par an, hein, avec des anticancéreux. Donc voilà, ça devient quand même très problématique et ils font l'objet d'un suivi spécifique et de justification médicale. Puisqu'on parlait argent, on va continuer à parler argent. Hein. On va continuer à parler argent, puisque l'industrie pharmaceutique fait de l'argent pour payer la recherche. Et je vais y revenir, parce que l'industrie pharmaceutique est une des industries qui investit le plus dans la recherche. D'accord ? Par rapport aux autres industries, même l'automobile et autres, c'est l'industrie pharmaceutique qui investit le plus dans la recherche. Vous avez ici la décomposition moyenne d'un médicament. Combien ça rapporte aux pharmaciens, combien ça rapporte à l'industrie, etc., les taxes. Donc vous voyez que l'industrie récupère au moins 65% de la vente d'un médicament. C'est normal, c'est elle qui l'a trouvé, c'est elle qui le commercialise, qui va payer toutes les taxes, etc. Hein, donc c'est normal que ce soit l'industrie. Le pharmacien récupère 20%. Le grossiste répartiteur, 3%, c'est ça. Et puis l'État, toujours l'État, il y a 10% de taxes. Et si on regarde l'importance des médicaments qui sont prescrits, vous voyez, les médicaments remboursables prescrits sur le chiffre d'affaires d'une officine, ça représente plus de 70%. D'accord ? Donc effectivement, l'État veut développer l'automédication, etc., mais ça ne s'est pas développé tant que ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a des problèmes de remboursement derrière. Okay ? On préfère effectivement aller chez le médecin, même si c'est une pathologie bénigne, avec de la fièvre, un rhume, etc. Pourquoi ? Parce qu'on est remboursé par la sécurité sociale. Okay ? Et vous voyez qu'ici, vous avez les médicaments non remboursables prescrits, donc c'est 2%, mais vous avez les médicaments remboursables non prescrits, ça représente qu'1%. D'accord ? Et les médicaments non remboursables non prescrits, 5%. Vous voyez que c'est très limité par rapport aux ordonnances. Hein. Les ordonnances représentent 70% du chiffre d'affaires d'une officine. D'accord ? Ben voilà, tiens, la part de l'automédication, on la voit, prescription obligatoire 92%, automédication 7,6%. Vous voyez que ça reste quand même... alors, l'État voudrait bien augmenter au-delà de 10%, voire jusqu'à 15%. Mais qu'est-ce qu'on va mettre en automédication comme médicament, hein ? Vous voyez, il y a quand même un retour en arrière par rapport à l'efferalgan, par rapport à l'ibuprofène, bon, qui sont des médicaments effectivement à risque. Ça dépend de la posologie toujours, mais il y a un peu un retour en arrière sur cette automédication. Tout ça, c'était pour combler le trou de la Sécu. Hein, on est d'accord ? Vous entendez toujours parler du trou de la Sécu. Ben voilà, il existe toujours. L'évolution des prix à la consommation, bon, c'est juste une indication. Vous avez ici le coût de la vie, donc c'est ici la courbe du milieu. Vous avez les spécialités remboursables et on voit que ça baisse. Et puis les spécialités non remboursables, en particulier les génériques. Hein, les génériques ont quand même pris une part de marché assez importante. Alors, est-ce qu'il y a une compétition dans le prix des génériques ? C'est assez flou, on n'arrive pas trop à savoir. Peut-être qu'il y a des ententes un peu floues entre les sociétés, justement, pour ajuster les prix des génériques.
Alors le générique, oui, j'ai oublié de vous dire, le générique c'est un principe actif. On va prendre l'exemple du paracétamol, d'accord, puisque c'est le plus connu. Donc le brevet est tombé. Le brevet du paracétamol, le brevet c'est 15 ans, plus 5 ans éventuellement. C'est 15 ans plus 5 ans. Donc le brevet est tombé depuis le temps. Et alors vous pouvez, n'importe quelle industrie peut commercialiser un générique, c'est-à-dire prendre du paracétamol, faire un comprimé, une gélule, tout ce qu'il veut, un sirop. Il faut simplement qu'il démontre que la pharmacocinétique est idéale, c'est-à-dire qu'on retrouve le médicament dans l'organisme lorsqu'il est absorbé. Okay, on n'a pas à refaire tous les essais cliniques, toute la préclinique, etc. Donc c'est un développement qui est assez rapide. Hein. En 5-6 ans, ça se fait assez rapidement. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de génériques. Après, c'est la guerre des prix. D'accord ? Il y a une concurrence ici assez intéressante. Si on regarde l'évolution du prix des médicaments par rapport aux boissons alcoolisées, au tabac, au logement, l'alimentation, etc., vous voyez, le médicament, on est là. Okay ? Donc il n'y a pas forcément d'augmentation très importante du prix des médicaments. C'est dû aussi au générique, hein, parce qu'effectivement, comme il y a une guerre commerciale entre les différents génériques, ben, on essaye quand même de limiter les prix. Voilà l'évolution du marché des génériques, puisqu'on en parle sur différentes années. Alors, je n'ai pas eu les données plus récentes, mais voyez par exemple, si on prend en volume ici, le nombre de génériques en pourcentage du répertoire, vous voyez qu'on est parti de 30% dans les années 2000, et là, on est déjà à plus de 75%. Donc, il y a quand même une progression très intéressante. Alors, c'est sur des médicaments anciens, on va dire, les génériques, hein, puisque sinon, les autres, ils sont protégés par le brevet pendant au moins 15 ans. Donc, le meilleur exemple, c'est le paracétamol. Si vous voulez acheter du paracétamol en pharmacie, vous avez le choix. Au niveau des boîtes, voilà. Après, vous avez l'habitude de prendre plutôt l'un ou plutôt l'autre. Mais il y a quand même eu un développement assez intéressant à ce niveau-là. Je continue dans la répartition du marché. Alors ça c'est intéressant puisque c'est les classes thérapeutiques, répartition du marché officinal par classe thérapeutique. Qu'est-ce que c'est les classes thérapeutiques ? C'est les médicaments qui vont agir sur l'appareil digestif, système nerveux central, cardiovasculaire, etc. Voir un petit peu comment c'est réparti. Mais ça, si vous travaillez un jour dans l'industrie pharmaceutique, c'est quelque chose, vous avez les informations tous les jours. Pourquoi ? Parce que quel médicament on va développer maintenant ? Est-ce qu'il y a une place sur le marché ? Et ça se passe au niveau préclinique. Dès que le chercheur commence, on a ces informations-là, on a des réunions pour savoir si on va développer plutôt un médicament au niveau du SNC, du cardiovasculaire, de l'inflammatoire, etc. Okay ? C'est des stratégies commerciales. L'industrie pharmaceutique a des stratégies commerciales. OK ? Il ne faut pas oublier ça. Alors après, il faut trouver la bonne molécule, on va y revenir, suivant le développement. Donc vous voyez ici, on va prendre en pourcentage du marché en chiffre d'affaires. Donc il y a quand même 3 ou 4 secteurs qui marchent bien. On va commencer par le système nerveux central. 16,7%. D'accord ? C'est en France. Pourquoi on a des problèmes de cerveau en France ? Hein ? Non, mais si on compare par exemple aux Anglais, on est super élevé pour la vente des médicaments du système nerveux central. C'est bizarre quand même avec les Anglais. Il n'y a pas d'anglais dans l'amphi, c'est bon. Non, mais si on compare à la Grande-Bretagne, c'est quand même bizarre. C'est-à-dire qu'on utilise des anxiolytiques, des antidépresseurs. En France, c'est quand même très très marqué par rapport aux autres pays européens et par rapport à l'Angleterre. Vous avez aussi l'appareil cardiovasculaire. Bon, alors là, l'appareil cardiovasculaire, c'est un peu particulier parce que de toute façon, c'est l'appareil cardiovasculaire. On entend médicaments de l'appareil cardiovasculaire, les antihypertenseurs. Okay ? Pourquoi ? Parce qu'à partir d'un certain âge, allez, on va dire 50 ans, 55 ans, tout le monde a de l'hypertension. Donc vous allez chez le médecin, il vous prend la tension. Ah, vous avez de l'hypertension, allez hop, antihypertenseur, tout de suite, ok ?
Alors je reviendrai tout à l'heure sur l'UE-CTM, là, parce que je vais présenter pour ceux qui le font, puisqu'on regarde, on voit les antihypertenseurs. L'hypertension n'est pas une pathologie. C'est pas une pathologie, c'est pas une maladie, l'hypertension. Si vous n'allez pas chez le médecin, vous ne prenez pas votre tension, vous ne saurez pas si vous aurez de l'hypertension, vous n'êtes pas malade, il n'y a aucun souci. Par contre, le médecin, là, il vous rend malade, oui, parce qu'il vous prend la tension et puis il vous dit, oui, il faut prendre des antihypertenseurs. Alors, le problème qu'il y a avec l'hypertension, c'est qu'il y a des conséquences cardiaques qui sont très violentes, qui peuvent être fatales. C'est pour ça qu'on soigne l'hypertension. OK ? Donc, ça marche très bien, vous voyez, 11,3. L'appareil digestif, alors c'est les anti-ulcéreux, ou les problèmes de... Voilà. Je ne sais pas pourquoi en France, tout le monde a des ulcères. Non, mais c'est vraiment le pays. En France, je ne sais pas pourquoi, par rapport aux autres pays européens, c'est incroyable, quoi. Pourtant, on a de la bonne bouffe. Hein ? Je ne sais pas pourquoi, il y a des choses comme ça. On a mal au ventre. Et puis, vous avez donc les anti-infectieux, les antibiotiques aussi qui sont très marqués. Il y a l'appareil respiratoire aussi qui est à 8%. Alors ça, c'est tous les asthmatiques, ceux qui ont des bronchites chroniques, les fumeurs, etc. Donc ça, il y a quand même des médicaments. Une petite parenthèse, vous voyez que les antiparasitaires, 0,3%. Bon, c'est pas non plus, c'est pas très important. Et puis, citons, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Non, c'est tout. Les 10 produits les plus vendus dans le monde. En 2016, le premier c'est l'Humira. Donc c'est un anti-TNF. Vous connaissez le TNF, Tumor Necrosis Factor, je vais y revenir aussi. Donc c'est un anti-TNF qui est très très efficace dans tout ce qui est la maladie de Crohn au niveau de l'appareil digestif et dans la polyarthrite rhumatoïde, on verra ça aussi en CTM. Et c'est un médicament les plus chers au monde aussi. C'est pour ça ce qui explique, bien sûr, sa réussite. Alors, il est tombé, l'Humira, c'est un peu particulier parce qu'il est tombé, le brevet est tombé au mois de décembre 2018. Et donc, sont apparus les biosimilaires, je vais en reparler tout à l'heure. C'est des génériques, mais pas tout à fait la même chose, en fait. Bon, ouais. Vous avez anti-hépatite C, dont est Gilead, l'Antus antidiabétique. Vous avez Enbrel aussi, qui est l'équivalent de l'Humira, mais c'est Pfizer, il y a une compétition. Remicade aussi, vous voyez. Le Seretide, c'est un anti-asthmatique, c'est une association d'un bronchodilatateur avec un anti-inflammatoire, qui est très très efficace. Donc c'est GSK, un Glaxo est très précurseur dans tout ce qui est pathologie. Puis après antithrombotique, antinéoplasique, etc. Alors en France, c'est un peu difficile à voir peut-être, les 30 substances les plus vendues en pharmacie, en quantité. Le premier c'est le paracétamol, je ne vous cache pas, voilà. Il n'y a pas de surprise. Pas de surprise. Ensuite on a l'ibuprofène, vous connaissez l'ibuprofène, anti-inflammatoire quand même très efficace. Et puis après, vous avez la codéine en association avec un antalgique, vous avez le tramadol, bon d'accord, l'amoxicilline. S'il n'y a qu'un antibiotique à prendre, je dis ça à mes collègues de bactériaux, qu'est-ce que vous faites en cours ? Parce que de toute façon, il y a l'amoxicilline, ça marche pour tout. Alors, ils ne sont pas contents, mais l'amoxicilline, c'est quand même un antibiotique très très efficace. Vous avez le cholécalciferol, c'est la vitamine D aussi qui marche bien, mais ça c'est obligatoire chez les enfants, pour la croissance des enfants. Jusqu'à quel âge ? Jusqu'à 7 ans, je crois, 8 ans, quelque chose comme ça. Vous avez l'aspirine, je ne sais pas si... Le lévothyrox, on a parlé du lévothyrox, vous voyez, là, quand même c'est très très bien vendu. Enfin, on ne va pas tout parler de tout, vous voyez, les 9 premiers, le faux... un antispasmodique et puis du paracétamol ici en association avec les antalgiques. Et puis au niveau hospitalier, donc j'ai la même chose. Au niveau hospitalier, donc les substances actives. Donc là, on tombe vraiment dans des pathologies beaucoup plus hard, on va dire. Donc vous avez bien sûr les anticancéreux, et vous avez celui-là, donc MAB. Pourquoi c'est un anticorps monoclonal, monoclonal antibody. La dénomination commune internationale des anticorps monoclonaux se termine toujours par MAB.
c'est comme ça qu'on les reconnaît. Des facteurs de coagulation, l'infliximab, à nouveau immunosuppresseur, là, encore un MAB, etc. Okay, donc là, on est vraiment dans les pathologies très lourdes de cancer, etc. Et puis les pathologies dues aux problèmes sanguins, etc. Diapositive extrêmement importante, le marché mondial. J'ai dit qu'il fallait être mobile. Alors mobile, ça veut dire qu'il faut sortir de Beaulieu, déjà. Il faut aller à Villejean. Une fois qu'on est à Villejean, on peut peut-être aller... mais je vais vous montrer après la répartition des sociétés pharmaceutiques en France. C'est vrai qu'en Bretagne, on est un petit peu léger, quoi, hein, vous allez voir. Ici, ce qui est très important, c'est le marché pharmaceutique mondial en 2016. Et vous voyez, par exemple, Amérique du Nord, 49%. 49%. Okay, Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les boîtes pharmaceutiques, qu'elles soient plutôt internationales, mais aussi il y en a des nationales, veulent développer leurs médicaments en Amérique du Nord. C'est leur survie. Pourquoi? Parce que c'est le plus gros marché mondial. Okay, donc les boîtes européennes ont des bureaux aux États-Unis et les boîtes américaines ont des bureaux en Europe. Pourquoi? Parce qu'en Europe, vous voyez, ça représente 20%. Donc en fait, si vous avez ce marché-là, Europe plus Amérique du Nord, où les conditions sont relativement proches, hein, c'est des pays, on va dire, développés, au niveau de la mise sur le marché, c'est assez proche. Hein, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez un médicament qui a été accepté par la FDA, la Food and Drug Administration, qui est l'agence du médicament américaine, sur le marché, vous faites un dossier pour l'agence européenne, mais il va être quand même un peu allégé, hein, puisque les Européens vont dire il est déjà commercialisé, et puis on aura déjà le retour des ventes et de l'efficacité du médicament en Amérique du Nord. Et inversement, les compagnies européennes qui obtiennent un AMM, une autorisation de mise sur le marché en Europe, vont tout de suite se précipiter pour le vendre aux États-Unis. D'accord ? Pour avoir tout le marché. Alors il y a des marchés qui se développent, hein. Asie-Pacifique, là, surtout sur la Chine, etc. Voilà. Donc là, ça se développe, c'est en plein boom. Donc les industries pharmaceutiques vont aussi s'installer en Chine. Alors la Chine a un système de protection, c'est-à-dire que pour avoir une autorisation de mise sur le marché en Chine, il faut avoir fait des essais cliniques en Chine, sur des Chinois. Alors pourquoi ? Parce que les Chinois ils disent, oui, mais un Chinois, il n'a pas le même métabolisme qu'un Texan. Donc votre médicament, il marche au Texas, mais on n'est pas sûr qu'il marche en Chine. Ok. C'est vrai qu'ils n'ont pas la même nourriture, ils n'ont pas le même mode de vie, etc. Donc les boîtes pharmaceutiques, depuis 10-15 ans, ont été s'installer en Chine avec des bureaux, avec des Chinois, etc., pour développer, parce que le marché explose. L'Inde et la Chine, c'est vraiment des marchés qui sont en train d'exploser, hein, toute l'Asie. Par contre, je connais un peu mieux l'Amérique latine. Les produits qui sont commercialisés en Argentine ou au Brésil, c'est des produits qui ont eu une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis. Il y a juste un dossier un petit peu léger à faire pour les commercialiser au Brésil, en Argentine, au Pérou, etc. Hein, toute l'Amérique latine. C'est pour ça que le marché n'est pas très développé, donc ça n'encourage pas forcément les industries à aller faire des efforts vraiment en Amérique latine. Bon voilà, hein, ça c'est juste pour illustrer la diapo d'avant. États-Unis 45, le Japon 9,4. Alors la Chine on ne savait pas trop, hein, mais c'est en plein développement. Là c'était 2006-2016, vous voyez l'évolution. Donc là on a eu un chiffre 7,7. Et puis ça évolue, vous voyez la France, le marché baisse parce que la Chine et l'Inde augmentent. Hein, donc voilà, le Brésil ça ne bouge pas tellement. Royaume-Uni, voilà, donc là on a le détail qui n'est pas très développé. Alors quels sont les produits en développement? Donc pendant longtemps, alors on va revenir tout à l'heure sur la découverte des médicaments. Pendant longtemps les médicaments ont été, il faut que je regarde l'heure, hein. Oui ça va. Pendant longtemps c'était des médicaments qui étaient issus des plantes ou des animaux.
Ensuite, on est passé à la chimie. Donc ça reste quand même beaucoup la chimie, hein. Plus de 50%, ce sont des molécules d'origine chimique. Mais vraiment, le boom qui, voilà, depuis 10 ans, 15 ans, vraiment, ce sont l'immunothérapie, les protéines thérapeutiques, thérapie génique, thérapie cellulaire. Là, on est vraiment dans une progression, mais c'est incroyable, quoi. Une évolution incroyable. Alors pourquoi ? Parce que pourquoi ces médicaments sont en plein boom ? Il y a une chose essentielle, c'est qu'ils sont plus efficaces et ils ont moins d'effets indésirables. Pourquoi ? Parce que quand vous administrez une molécule chimique, elle est différente de ce qu'on a dans l'organisme, hein, c'est différent de la physiologie, donc de toute façon, à un moment ou à un autre, en augmentant la posologie, on va avoir des effets indésirables. Ce qui n'est pas le cas quand vous faites des protéines d'origine humaine, hein, puisque c'est la physiologie. Alors bon, il y a des restrictions, effectivement, mais c'est moins le cas. Il y a moins d'effets indésirables et on va cibler beaucoup plus facilement la cible, c'est-à-dire le récepteur, l'enzyme, etc., tout ce que vous voulez, avec des produits issus des biotechnologies. Donc on est en plein développement, là c'est une évolution extraordinaire. La conséquence de ça, c'est que le développement préclinique, mais j'anticipe un peu, il est complètement changé. Là, on faisait beaucoup d'expérimentations animales avec les molécules chimiques pour trouver la toxicologie, pour trouver les doses. Ça ne marche plus chez la souris, ce n'est pas les mêmes protéines. Donc on passe à des cultures cellulaires humaines, à des tissus, à des organes, etc. Donc là, la recherche a complètement changé à ce niveau-là depuis 10-15 ans. D'accord ? Bon, qu'est-ce que j'ai encore ? Voilà, donc c'est surtout oncologie qui se développe, évidemment, puisqu'il n'y a pas un cancer, il y en a des milliers, et ils sont tous différents. Hein, un cancer de la prostate, il va être différent d'un patient à l'autre en plus. D'accord ? Donc c'est très très compliqué. Donc il faut une adaptation ici, et vous voyez, oncologie, là on est faible. Neurologie 10%, maladie auto-immune 10%, et puis vous avez le reste ici, peu importe. Alors je disais, il faut être mobile. Donc là, vous allez pouvoir choisir votre lieu de stage, pour ceux qui veulent faire un stage en rapport avec le développement du médicament. Alors vous voyez que la Bretagne, donc en blanc, c'est les plus faibles. On n'est pas très bien, voilà. Bon, maintenant, on n'est plus qu'à 1h30 de Paris, donc ça va. On peut se rapprocher des industries pharmaceutiques. Alors, elles sont très fréquentes ici au niveau de Paris et de sa région parisienne, parce que vous avez tous les sièges sociaux des entreprises, qu'elles soient nationales ou internationales. En particulier, vous avez Suresnes, La Défense, là, vous avez tout ce qu'il faut, là, c'est très pharmaceutique. Donc, il n'y a pas de souci. Vous avez un axe, on va dire, Normandie, région centre, d'accord, qui est historique, mais qui est aussi très fourni en industrie pharmaceutique. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'usines de fabrication, et je vais y revenir, entre, on va dire, Rouen et Orléans. Orléans, c'est ici, je suis de Loiret, donc voilà. Donc entre Rouen et Orléans, vous avez l'ensemble des usines de fabrication de médicaments au niveau national. Et donc vous avez associé à ça toute la recherche avec la galénique, la pharmacocinétique, qui est liée bien sûr à la fabrication des médicaments. Donc c'est pour ça que cette zone-là est très riche. Et puis vous avez toute la région Rhône-Alpes. Alors là, j'enlève un peu l'Auvergne, etc. Mais toute la région Rhône-Alpes, si vous voyez à Lyon, si vous descendez au sud de Lyon, le long du Rhône, vous avez plein d'industries chimiques. Et en fait, l'industrie pharmaceutique est issue de l'industrie chimique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'industries pharmaceutiques dans la région lyonnaise. Et puis vous avez le nord ici qui se développe beaucoup parce qu'on est en contact avec la Belgique et la Hollande, enfin les Pays-Bas, etc., et l'Allemagne. Et donc il y a beaucoup d'interactions ici au niveau européen, puisque l'Allemagne et la Belgique sont aussi très développées en industrie pharmaceutique. Voilà, donc à vous de choisir les lieux de stage. Alors là, l'Aquitaine, j'en ai pas parlé beaucoup, mais c'est surtout des start-up de biotech qui sont en plein développement autour de Bordeaux. Mais ce n'est pas forcément historique. Qu'est-ce que j'ai là ? Alors les effectifs. Les effectifs, on va prendre 2015.
Donc la R&D, c'est ce qui vous intéresse, j'espère, c'est 14%. C'est énorme. 14%, c'est énorme. D'accord ? Recherche et développement, 14%, c'est énorme. L'industrie pharmaceutique qui est un des plus gros recruteurs pour la R&D, par rapport, on va dire, à l'automobile et autres. Par exemple, chez Air Liquide, ça représentait que 3%, la R&D. OK ? C'est un exemple, voilà. Mais ça a toujours été, donc il y en a même qui dépassent 20% et qui vont vers 25% de R&D. Vous avez donc l'administration, la production, la commercialisation. Alors un petit mot aussi, plus vous avez un poste vers le marketing, plus les salaires sont élevés. Parce qu'on est près des sous. D'accord ? Par contre, le chercheur, alors lui, d'abord il ne trouve rien, en général. Donc dans l'industrie, ça va à peu près. Mais alors, chercheur à l'université, Stéphanie, on n'en parle même pas. Ouais, bon, d'accord. Non, il ne faut pas que je les dégoûte, la recherche et tout, c'est quand même un métier passionnant. On est à fond là-dedans, quoi. Le problème, c'est que c'est le chercheur, c'est jour et nuit, week-end compris, pas de vacances et tout ça. Voilà, ça fonctionne tout le temps, quoi. Vous avez les évolutions, donc ça ne bouge pas tellement beaucoup. Recherche et développement, ça a même baissé. Pourquoi ça a baissé ? Parce qu'en fait, les industries pharmaceutiques, sur les nouveaux médicaments issus des biothérapies, sous-traitent beaucoup à des laboratoires publics ou à des CRO. Et des CRO, c'est des centres de recherche sur contrat. D'accord ? Comme Biotrial, vous avez entendu parler de Biotrial, c'est une grande CRO qui est très très développée au niveau international pour la préclinique. Et donc, ils sous-traitent de plus en plus, c'est-à-dire au lieu d'embaucher 3 ou 4 chercheurs pour faire des immunoglobulines, ils vont sous-traiter un labo d'immuno dans le public, etc. Donc, c'est pour ça que ça baisse un petit peu. Et ça, c'est au niveau international. Je vais revenir aussi sur quelque chose qui est très français, c'est la fabrication des médicaments, parce que vous voyez que la France est le leader sur la fabrication en Europe des médicaments. Pourquoi c'est le leader ? Bien plus que l'Allemagne, bien plus que la Belgique, bien plus que la Suisse. Pourquoi ? Parce que la France exporte beaucoup en Afrique. D'accord ? Et je suis allé visiter il y a quelques années une usine à Orléans. Et en fait, il y avait des chaînes de fabrication de comprimés. Et il y en avait qui étaient écrits en français, d'autres en allemand et d'autres en arabe. D'accord ? Donc sur les médicaments. Et donc ils exportent beaucoup. C'est pour ça que la France est très reconnue au niveau de la fabrication. Pourquoi ? Parce que l'exportation est très très importante par rapport aux autres pays européens. Ensuite, quelles sont les boîtes ? Alors là, vous allez pouvoir choisir votre terrain de stage. Là, c'est ce qu'on appelle les Big Pharma. Big Pharma, okay ? Les 10 premières entreprises pharmaceutiques, celles qui font le plus d'argent. Donc vous les connaissez, Novartis. Alors vous avez les parts de marché ici, je vais y revenir. Pfizer, Sanofi, Johnson & Johnson, Gilead, Merck, Roche, GSK, AbbVie, AstraZeneca. Ça change tous les ans. On va dire les 10 restent les 10, mais par contre l'ordre change beaucoup, parce que ça dépend de la commercialisation d'un nouveau médicament ou pas. OK ? Alors, 5,5% du marché mondial. C'est bien. Bon. Alors, je pose toujours la question, à ce niveau-là, à une demoiselle, voilà, je vais vous poser. Il y a combien de fabricants de pneus au monde ? Non, mais moi, je ne sais pas non plus. Mais je pose aux demoiselles, parce qu'en général, elles ne savent pas. Mais moi non plus, je ne sais pas, parce que ça change tout le temps. Il y en a 5-6. Donc, en fait, il y a 5-6 fabricants de pneus qui se partagent le marché mondial. Okay ? Alors que là, il n'y a que les 10 premiers, il y en a des centaines des boîtes pharma qui se partagent le marché mondial. Et les économistes disent qu'une entreprise doit être rentable, doit être pérenne au niveau mondial si elle fait au moins 15% du marché mondial. Vous voyez qu'on en est loin. C'est pour ça qu'on a sans arrêt des rachats de sociétés, l'une par rapport à l'autre. D'accord ? Donc celles-là, elles ont survécu parce qu'elles ont racheté, je vais vous montrer, ça va être rapide parce que c'est lisible, tous les rachats depuis 10 ans des laboratoires pharmaceutiques, les uns par rapport aux autres. Donc c'est lisible, mais c'était juste pour vous montrer la quantité.
Et en fait, dès qu'on va dire une petite boîte pharma, un petit laboratoire pharmaceutique national va développer un médicament innovant qui va marcher, il est tout de suite racheté par une grosse boîte. Tout de suite. C'est pour ça qu'il y a des chercheurs en Californie qui roulent sur l'or et qui ne font plus de recherche, ils vont à la plage tous les jours parce qu'ils ont vendu leur boîte. Tu vois. Alors ça, par exemple, c'est juste les dernières acquisitions, donc c'est jusqu'en 2005, voilà. Alors ça, c'était des petits laboratoires français. En général, c'était le pharmacien ou le médecin qui, dans sa salle de bain, avait commencé à fabriquer quelques mélanges de médicaments. Et puis, il avait commencé à commercialiser ça dans son officine. C'est le cas, par exemple, vous avez ici le laboratoire du lactéol du docteur Boucard. Voilà. D'accord ? Et puis, ça a bien marché. Et puis, il s'est fait racheter par les boîtes et tout. Donc, il n'y a presque plus de petits laboratoires français. Ça n'existe pratiquement plus. Mais les contraintes techniques et juridiques sont tellement importantes que maintenant, il faut laisser la place plutôt à des grosses boîtes qui ont l'habitude. OK ? Allez, on va parler un petit peu de la découverte des médicaments maintenant. Deuxième partie, ça va être aussi impeccable. Voilà, 11h15. On va voir comment il est possible de découvrir des nouveaux médicaments et on verra dans un deuxième temps comment ils sont développés. Quels sont les critères de développement, etc. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour développer un nouveau médicament ? Il faut identifier une molécule à visée thérapeutique. C'est-à-dire, le principe actif, il faut identifier un principe actif. Okay ? C'est-à-dire une molécule active qui a un effet pharmacologique, qui va modifier la physiopathologie, pour revenir à un état physiologique le plus possible, si c'est curatif ou préventif. Et donc cette étape-là est vraiment capitale. Faut quand même avoir un principe actif original. Original. Sinon, on ne va pas réussir à le commercialiser. Et donc, on va passer à la commercialisation. Alors, quelles sont les différentes étapes ? J'ai passé un peu vite, voilà. Donc, quelques caractéristiques. Donc, c'est entre 15 et 20 ans. On verra quelques exemples. Entre 15 et 20 ans. Donc, c'est là où il faut imaginer quelles vont être les pathologies dans 20 ans. Ou quel va être le marché dans 20 ans. Donc, c'est coûteux et c'est très encadré. On parlait des pneus. Mais là, le médicament, c'est quelque chose, c'est très, très encadré, quoi. C'est vraiment à tous les niveaux, que ce soit les essais, que ce soit la mise sur le marché, etc. On va y revenir. Mais c'est très encadré administrativement, juridiquement et aussi éthiquement. Ça, c'est quelque chose de très, très important. L'éthique doit toujours être présent dans votre démarche de développement de médicaments. Mais effectivement, quand on fait partie d'une société, il y a deux contraintes. C'est le progrès thérapeutique. Pourquoi ? Parce que si on ne sort pas un médicament original ou quelque chose de différent des autres, alors original, mais on va y revenir, ça peut être pas forcément un médicament qui marche mieux, mais ça peut être un médicament qui est mieux absorbé, qui a une pharmacocinétique plus adaptée, ou qui a moins d'effets indésirables. En général, c'est lié. Si elle est mieux absorbée, on a moins d'effets indésirables. OK ? Et donc, ça veut dire avec une rentabilité économique. Pourquoi ? Parce que l'entreprise va investir dans la recherche et il faut qu'elle puisse rembourser son investissement de recherche. C'est le cas de toutes les entreprises. Ça ne va pas changer. Okay ? Sinon, il n'y aura plus d'industrie pharmaceutique. Si l'industrie pharmaceutique ne gagne plus d'argent, il n'y aura plus de médicaments. Il n'y aura plus de nouveaux médicaments. Alors, on a besoin de ça. On a besoin des nouveaux médicaments. Pourquoi ? Parce que les pathologies évoluent, les nouvelles pathologies, les nouveaux cancers, etc. Et puis on va de plus en plus vers une thérapeutique personnalisée, donc qui sera adaptée à chaque personne. Donc là, il y a un sacré boulot. Alors, quelles sont les stratégies ? On a 4 stratégies possibles. Il y en a qui sont plus faciles que d'autres, je vais vous exposer ça. On a la stratégie de faible inventivité.
Alors, faible inventivité, ça veut dire que, bon, c'est pas très nouveau, je vais vous montrer des exemples, mais ça peut rapporter suffisamment, on va dire. Les exploitations d'observation externe, donc c'est un petit peu la chance là qui va jouer. On va voir la recherche classique de médicaments originaux, et puis la recherche avancée de nouveaux médicaments, c'est surtout, quand je dis nouveaux médicaments, c'est surtout ceux issus des biotech. Okay. On va commencer par les stratégies de faible inventivité. Alors, ce qui marche très bien, et dont j'ai déjà parlé, c'est la synthèse d'analogues de médicaments connus. Qu'est-ce que c'est ? Je vais vous montrer un exemple. En fait, vous avez un médicament qui marche très bien. La structure du principe actif est protégée par un brevet. Mais les chimistes peuvent imaginer une structure un peu pareille, mais qui ne rentre pas dans le brevet. En fait, le boulot du chimiste dans l'industrie pharmaceutique, c'est l'examen des brevets des concurrents. Hein ? C'est ça la base, pour voir s'il n'y a pas une ouverture sur une molécule qui serait originale et qui permettrait de développer un nouveau médicament. Alors, il faut faire attention aux faux brevets, parce qu'il y a des boîtes qui sont spécialisées pour breveter des séries chimiques en mettant quelques résultats, mais ça ne marche pas bien. Donc, voilà, les chimistes de votre boîte, ils vont synthétiser le produit, puis finalement, ça ne va pas marcher. Hein, c'est ce qu'on appelle la veille technologique. Mais c'est pour orienter les concurrents vers des fausses pistes. D'accord ? Mais sur le marché de spécialité associant deux principes actifs, c'est-à-dire il y a deux médicaments qui sont commercialisés séparés, on les met ensemble et puis ça fait un seul médicament, une seule prise. Au lieu de prendre 2 gélules matin, midi et soir, on va en prendre qu'une, le matin et le soir. Voilà. Nouvelle indication thérapeutique d'un médicament sur le marché, je vais vous montrer un exemple aussi, et puis l'incitation à l'automédication. Alors, synthèse de médicaments d'analogues connus. Il faut obtenir un composé, on va copier une structure chimique, okay, qui est encore sous brevet, mais après, on est obligé de montrer, pour avoir l'autorisation de mise sur le marché, qu'elle est plus sélective, plus active, qu'elle a des paramètres pharmacocinétiques améliorés ou moins d'effets indésirables, c'est-à-dire qu'elle est meilleure que ce qui existe déjà. Sinon, l'agence du médicament, ou surtout, on verra, l'agence de remboursement, la commission de la transparence, va dire « non, votre produit n'est pas meilleur que ce qui existe déjà, on ne le rembourse pas ». Puisque automatiquement, si vous commercialisez un nouveau médicament, il va être un peu plus cher que celui qui existe déjà. D'accord ? Donc il faut trouver la copie, en fait, elle peut être très positive. Pourquoi ? Parce qu'il peut être plus sélectif, plus actif, avoir moins d'effets indésirables, ou une pharmacocinétique améliorée. Qu'est-ce que ça veut dire une pharmacocinétique améliorée ? Ça veut dire qu'au lieu de prendre matin, midi et soir une gélule, on n'en prend qu'une le matin ou qu'une le soir. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est ce qu'on appelle l'observance du traitement. Imaginez quand vous êtes malade, vous prenez matin, midi et soir, faut se balader avec les mains. Bon. Et puis, il y a des gens qui vont manger à la cantine, ils ne veulent pas dire aux collègues qu'ils sont malades. Surtout si c'est des antidépresseurs. Ça se comprend. Donc, en fait, ça peut être très positif d'avoir un médicament avec une seule prise. Tiens, une petite parenthèse sur l'observance du traitement. Chez les retraités, l'observance du traitement, c'est un gros problème. Parce qu'ils disent « je suis en vacances, je ne prends pas mes médicaments ». Souvent, c'est des médicaments antihypertenseurs avec des complications cardiaques, etc. Donc, ils arrêtent le traitement. L'observance du traitement, c'est quelque chose... Et sur un antihypertenseur, c'est à vie. À partir du moment où on en prend, c'est sur des dizaines d'années. Donc, il faut convaincre les gens de prendre leurs médicaments, etc. Alors, c'est ce qu'on appelle les copies thérapeutiques ou en anglais les me too drugs. Moi aussi, j'en ai une. D'accord ? Moi, je suis mauvais en anglais, mais me too, ça va pas. Alors, l'exemple que j'ai pris, c'est les sartans ou ARA2. C'est des antagonistes du récepteur de l'angiotensine qu'on reverra pour l'UECTM. C'est des antihypertenseurs extrêmement efficaces, très très efficaces,
Ils ont une quinzaine, vingtaine d'années, mais ils sont très très bons, quoi. Et donc vous avez le premier qui a été découvert, c'est le losartan. Donc le nom de spécialité, c'est Cosar, hein, par Merck, Schaap, Dome. Et puis vous avez, par exemple, là, Boehringer a fait une copie, le telmisartan. Alors, au niveau de la structure chimique, alors, moi en chimie, je ne suis pas bon, je vais me mettre là. Vous voyez une similitude, hein, facile, hein, c'est la même molécule. Mais en fait, non, la similitude, elle est sur la partie active de la molécule qui est là. D'accord ? Et on voit très très bien, ici, hein, on se rend bien compte que c'est une copie. OK ? Mais ce n'était pas dans le brevet du losartan. Par contre, le telmisartan a effectivement des paramètres pharmacocinétiques qui se sont améliorés. Les doses sont plus faibles, et à ce moment-là, on a moins d'effets indésirables. Hein, si on diminue les doses, moins d'effets indésirables. Donc c'est un progrès. C'est pour ça qu'ils ont réussi à le commercialiser. Hein, c'est ce qu'on appelle les MeToo. Alors sur les antihypertenseurs de type des sartans, vous en avez 15, hein, des médicaments de copie comme ça. Hein, ce n'est pas un souci. Alors, deux principes actifs, eh bien, c'est ici, je reprends l'exemple des sartans. Alors, c'est une stratégie qui est utilisée en fin de validité du brevet pour garder les parts de marché. Donc, vous avez, par exemple, on associe deux antihypertenseurs, les diurétiques, ouais, parce que les diurétiques, ça fait pisser, d'accord, hein, c'est leur nom. Mais en fait, c'est surtout des antihypertenseurs. Donc, on associe deux molécules, en plus, elles se synergisent, hein, on verra ça pour l'UECTM. Donc vous avez le losartan qui était au départ, et maintenant vous avez losartan plus un diurétique, l'hydrochlorothiazide, hein, c'est les dénominations communes internationales, c'est ISAR. Et alors surtout, ce qu'a permis l'hydrochlorothiazide, c'est pour ça que c'est un progrès aussi, on a diminué les doses de losartan par 2 par rapport au Cosar. D'accord ? Donc ça veut dire si on diminue les doses par 2 avec la même efficacité, moins d'effets indésirables. Il faut qu'il y ait quand même un progrès pour le commercialiser. Alors, nouvelle indication thérapeutique d'un médicament déjà sur le marché. Alors, comment ça se passe ? Eh bien, pendant des essais précliniques ou cliniques, ou lors d'une consultation, on peut déceler des effets d'un médicament pour lequel il n'était pas prescrit. D'accord ? Et à ce moment-là, on réoriente le développement du composé. Alors, l'exemple que je prends, c'est le Viagra. Tout le monde connaît, donc il n'y a pas de... Enfin, pas tout le monde, mais de nom. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Viagra ? Le Viagra, donc le nom, la dénomination commune internationale du Viagra, c'est le sildenafil. Ok ? Sildenafil. Ça a été un des premiers inhibiteurs de phosphodiesterase de type 5 qui a été développé. Et il a été développé par Pfizer comme antihypertenseur, parce que c'est un vasodilatateur. Ok, au départ, c'est un vasodilatateur. Et il a été développé comme antihypertenseur et cardiotonique, parce qu'il stimule un peu le cœur. Et puis, lors des essais cliniques, eh ben, il y a des patients, pas des patientes, hein, attention, des patients qui ont été voir leur médecin qui disent « Tiens, c'est bizarre, ça va mieux aujourd'hui. Ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux. » Et en fait, l'effet proérectile a été remarqué pendant les essais cliniques. OK ? Et il y a quelqu'un chez Pfizer qui a dit « Attention, là. Hein, quelqu'un d'intelligent, un chercheur qui a dit « Attention, on tient peut-être quelque chose là. » Et du coup, il a été commercialisé, développé. Hein, il y a des essais cliniques ciblés qui ont été faits. Et il a été commercialisé en 1999 dans le traitement des dysfonctions érectiles. D'accord ? Donc il n'a pas été développé comme antihypertenseur, mais il a été développé comme dans les dysfonctions érectiles. Et ensuite, ils ont redéveloppé un essai clinique pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire. Alors, ce n'est pas le Viagra, c'est le Revasio, hein, ce n'est pas le même nom. Je vous ai mis ici les photos des médicaments. Donc, vous voyez ici, vous connaissez les pilules bleues, hein, vous avez entendu parler. Même dans la pub Fiat, je ne sais pas si vous avez vu, dans la pub Fiat et tout ça, hein, tout le monde connaît. Donc, c'est bien des pilules bleues. Et vous avez le Revasio, donc c'est la même chose, sauf qu'il y a une chose quand même très importante ici, c'est que les comprimés de Viagra, ils sont à 100 mg. D'accord ? Donc en général, c'est
un comprimé, voire 2 comprimés si vraiment il y a besoin. D'accord ? Par contre, le Revatio, c'est un traitement de longue durée, puisque c'est pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire, l'HTAP, dont on verra pour l'UECT1. Et vous voyez que les comprimés, ils sont à 20 mg. Okay ? Donc, ce n'est pas la même posologie. Ils ont bien fait de changer le nom. OK ? C'est un bel exemple de découverte par hasard. Incitation à l'automédication. Donc là, c'est une nouvelle pratique des laboratoires, d'accord, avec des besoins économiques. Donc celui que j'ai pris, c'est l'automédication. C'est le pantoprazole ou inipompe. Pantoprazole, c'est la dénomination commune internationale. Inipompe, c'est le nom commercial. C'est des anti-ulcéreux. Donc on verra ça, c'est des inhibiteurs de pompe à protons. Donc ça limite la production d'ion H+ au niveau de l'estomac. D'accord ? C'est génial comme médicament. C'est absolument fabuleux, super. Et en plus, il n'y a pas d'effet indésirable. D'accord ? Donc pour les ulcères, etc., c'est absolument fantastique comme médicament. Donc anti-ulcéreux, inhibiteur de la pompe à protons, donc qui diminue l'acidité gastrique. Et donc, vous aviez des doses de 20 à 40 mg qui étaient remboursables au départ, au moment où le médicament a été mis sur le marché. Et maintenant, ils sont en vente libre. Donc là, moi, je n'ai pas de souci avec ça parce que c'est vraiment des médicaments très efficaces, sans effet indésirable. Bah, sauf si on avale la boîte avec le comprimé. Il faut faire attention quand même. Et puis, qu'est-ce qu'on a ? Alors, exploitation d'observation externe. Alors, ça peut être l'observation clinique d'effets secondaires d'un médicament, ça on l'a déjà vu avec le Viagra, ou l'observation fortuite de l'effet d'un composé chimique ou naturel. Alors, l'exemple que j'ai pris, c'est la chlorpromazine. Donc, c'est au départ un antihistaminique H1. Vous savez, l'histamine a des récepteurs H1, H2, H3. Donc là, c'est un antagoniste sélectif H1. Qui a des propriétés anti-allergiques, puisque l'histamine participe aux réactions allergiques, puisque c'est libéré par le mastocyte lors de réactions allergiques, dans l'asthme et autres manifestations allergiques. Mais en fait, ils se sont aperçus que la prométhazine, donc le phénergan, présentait un effet sédatif important, en plus des effets anti-allergiques. D'accord ? Et d'ailleurs, les antihistaminiques font dormir. Les gens qui prennent des antihistaminiques, c'est interdit pour la conduite, etc. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ça a des effets sédatifs. Mais justement, le largactyle ou chlorpromazine a été développé comme antipsychotique dans le traitement de la schizophrénie. C'est un antihistaminique H1 au départ. D'accord ? Donc il peut y avoir des modulations comme ça, des développements de médicaments avec des observations d'effets secondaires ou d'observations fortuites. Et puis alors un exemple super, c'est les dérivés nitrés. Alors les dérivés nitrés, en fait, ils dérivent de la nitroglycérine. Vous avez entendu parler de la nitroglycérine, c'est explosif la nitroglycérine. Okay ? Et en fait, il y a des composés chimiques donc, qui ont été développés comme la trinitrine. Donc la production nitroglycérine a été beaucoup développée après par Alfred Nobel pour la dynamite. Et en fait, un jour, comment ils ont montré que la nitroglycérine était un puissant vasodilatateur. Vous savez qui a trouvé ça ? C'est un Italien. Il n'y a pas d'Italien dans ça. Qu'est-ce qu'il a fait, un Italien ? Il faut être italien pour faire ça. Il a pris une goutte de nitroglycérine et il se l'est mis sur la langue. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'a pas explosé, mais la langue est devenue toute rouge. Pourquoi ? Parce qu'il y a des micro-vaisseaux sur la langue qui sont vasodilatés, et donc la circulation du sang a été améliorée, et la langue est devenue toute rouge. Et il s'est dit, c'est un Italien qui pense, il s'est dit, oh, j'adore l'Italie, mais bon, et il s'est dit, tiens, ça a des propriétés vasodilatatrices. C'est super. Et donc, c'est comme ça que ça a été développé. Les dérivés nitrés sont utilisés dans le traitement de l'angine de poitrine. L'angine de poitrine, c'est au niveau des cardiaques, donc il faut vasodilater les coronaires. C'est des vasodilatateurs des coronaires qui facilitent la circulation cardiaque.
Et donc, personne n'a trouvé le mécanisme d'action parce qu'autrefois, on n'était pas obligé de décrire le mécanisme d'action d'un médicament pour le mettre sur le marché. Maintenant, c'est impossible. Il faut vraiment décrire jusqu'au bout le mécanisme d'action. Et en fait, les dérivés nitrés, le mécanisme d'action a été découvert en 87 avec la découverte du monoxyde d'azote. Vous avez vu ça, le monoxyde d'azote, le NO, qui est un métabolite endogène vasodilatateur puisque les dérivés nitrés agissent comme le monoxyde d'azote. Okay, et qui a valu le prix Nobel en 1998 à Förstgott, Ignarro et Murad. Voilà, trois chercheurs, un Italien, un Anglais et un Américain. Bon, autre exemple, je regarde l'heure, non ça va, presque fini, parce que là il commence. L'exemple de la coumarine, donc c'est l'extrait du mélilo, et en fait le mélilo entraîne des troubles hémorragiques, donc chez le bétail. Et donc ça a été observé, et donc un analogue, la warfarine, a été commercialisé comme rhodoticide, et puis maintenant on a des anticoagulants donc, qui sont dérivés semi-synthétiques donc, du mélilo. Voilà par exemple l'observation de... Alors, recherche de médicaments, recherche classique de médicaments, c'est ce qu'on appelle le criblage. D'accord ? C'est ce qui se passe encore beaucoup dans l'industrie pharmaceutique. C'est ce qu'on appelle le criblage systématique. En fait, on va rechercher, c'est criblage ou screening en anglais. D'accord ? On va rechercher des molécules qui vont agir sur une cible. Par exemple, on identifie les récepteurs bêta-adrénergiques, comme cible thérapeutique. Et là-dessus, on a cherché des composés qui agissaient sur ce récepteur bêta, et on a découvert les bêta-bloquants. Vous avez entendu parler des bêta-bloquants. Okay ? C'est bien les bêta-bloquants la veille des examens, là, pour un peu... Je ne devrais pas dire ça. Mais... C'est anti-stress. Donc voilà, il s'agit de trouver des molécules chimiques capables d'interagir avec un système physiologique connu. Et le principe est donc de sélectionner les molécules. Alors souvent, ce qui se passe dans l'industrie, les chimistes font des familles de molécules, d'une 50aine de molécules, parce que la synthèse au départ est très longue, et puis après, pour rajouter des machins, des atomes, des radicaux, enfin je ne sais plus, moi la chimie c'est loin, ça prend moins de temps. Donc en fait, ils fabriquent des familles de molécules, et à partir de ces familles, d'une 50aine de composés, il va falloir choisir et tester celle qui est la plus efficace, pour avoir, on va dire, une molécule qui peut éventuellement faire un candidat médicament. Donc ça suppose de disposer d'une chimiothèque, et toutes les sociétés pharmaceutiques ont ce qu'on appelle une chimiothèque aussi, qui peut être ancienne. Et ce qui se passe aussi, c'est quand on découvre par exemple un nouveau récepteur, une nouvelle enzyme, eh bien souvent il y a des chercheurs qui vont fouiller dans la chimiothèque pour savoir si ça peut interagir avec cette nouvelle cible. Okay ? Alors ça se fait en modélisation moléculaire avant de faire des manips. Il y a des ordinateurs maintenant qui savent exactement comment ça shift avec la chimie. Alors c'est le principe de ce qu'on appelle le concept de clé-serrure. D'accord ? Donc c'est ce qu'on appelle la modélisation moléculaire qui permet une augmentation de la sélectivité dans une série chimique donnée. Donc c'est le concept de clé-serrure. Donc la clé représente le médicament à analyser et puis la serrure représente la cible moléculaire. Donc ici par exemple on a une famille de produits chimiques qui va aller coller ou non sur la cible. Après est-ce que ça bloque, est-ce que ça active, c'est une autre histoire. Mais le principe c'est de trouver des molécules qui vont aller sélectivement se passer sur la cible. Alors je passe assez vite là-dessus parce qu'on a le criblage extensif et le criblage ciblé. Alors bon, je vais passer là-dessus parce que c'est moins intéressant. Je vais sauter ça, criblage ciblé. Un criblage ciblé, si je vais vous donner un exemple très intéressant, c'est la cyclosporine. Vous avez entendu parler de la cyclosporine, qui est un puissant immunomodulateur. Et en fait, la découverte a été faite à partir de criblage d'extraits de sol norvégien. En fait, dans les années 70, des échantillons de sol sont prélevés en Norvège par Sandoz, c'est Sandoz qui est devenu Novartis maintenant.
Et en fait, ils ont trouvé des souches de levure isolées et qui ont des substances antibiotiques et antifongiques. Et donc, il y en a une qui a été isolée, c'est la cyclosporine, et qui a présenté ensuite des propriétés immunomodulatrices très intéressantes. Ça agit, c'est très efficace, ça agit très efficacement sur les lymphocytes T. Hein, vous savez ce que c'est qu'un lymphocyte T? Vous avez des cours d'immunologie. Et ça agit sur les lymphocytes T et ça inhibe donc l'interleukine 2, la libération d'interleukine 2 qui induit la prolifération des lymphocytes. Donc c'est devenu un immunosuppresseur très puissant et qui est utilisé, donc le nom de la spécialité c'est Sandimain, vous avez ici le flacon, qui est commercialisé depuis 1983 dans la prévention du traitement des rejets de greffe. Hein, donc c'est très très intéressant comme produit. Il y a des problèmes, alors ça ne marche pas par voie orale, il faut faire des injections, c'est un peu compliqué, mais voilà, ça marche très très bien. Et puis alors, je vais dire un mot quand même de la recherche avancée de nouveaux médicaments. Et là, on est dans la mise en œuvre de nouvelles technologies. Donc voilà, quand vous allez être évidemment confronté à ça, puisque c'est vraiment l'avenir, les nouvelles technologies. Donc les deux médicaments, enfin les deux types de médicaments qui sont faits maintenant à partir des biotechnologies, c'est les anticorps monoclonaux et les protéines recombinantes. Hein, c'est vraiment ça qui est très très efficace. Donc l'avantage c'est que c'est des protéines humaines, les anticorps monoclonaux c'est très très ciblé, hein. Ça cible très très bien une molécule, donc il y a peu d'effets indésirables. Le seul problème c'est qu'on a des phénomènes de résistance. Il y a quelqu'un qui a un système immunologique qui est développé, va développer des anticorps contre les anticorps et on va diminuer l'efficacité. D'accord ? Mais pour la plupart des personnes, ça marche très très bien. Et puis les combinantes, bien évidemment, pas de souci, c'est des protéines humaines, il y a très peu d'effets indésirables. Voilà, donc les progrès de biologie cellulaire et moléculaire, l'immunologie ont fait qu'on avait une nouvelle gamme de médicaments. Alors je vous ai mis ici, je ne sais pas si on voit très bien, je vous le mettrai, en fait les caractéristiques d'un médicament d'origine chimique par rapport à un médicament biologique. Hein, mais vous les connaissez. La structure d'un médicament chimique est petite, alors que celle d'un médicament biologique est grande. La fabrication est très très différente, d'accord ? Puisque dans un cas, c'est une synthèse chimique assez classique qu'on peut reproduire. Ça veut dire qu'on peut avoir des génériques, alors que la fabrication standard ici des produits issus des biotechnologies, c'est des cultures cellulaires, hein, surtout d'origine cancéreuse, puisque ça prolifère très vite. Donc la reproductibilité, on va dire, est très difficile. Et donc c'est là où il y a le problème, on va dire, des génériques de biotechnologie qu'on appelle les biosimilaires. Hein, les biosimilaires, ce sont des copies, soit d'anticorps monoclonaux, soit de protéines recombinantes. Le problème, c'est qu'on ne retrouve jamais exactement la même fabrication. Pourquoi ? Parce que les cellules vont quand même être différentes. Une culture cellulaire n'est pas la même d'une boîte à une autre. Donc on ne peut pas respecter complètement la structure de fabrication d'un anticorps monoclonal d'une boîte à l'autre. Donc un biosimilaire, ce n'est pas un générique. Et ce qu'ont réclamé les autorités à propos de ça, c'est que sur un biosimilaire, on va prendre par exemple l'exemple d'un anticorps anti-TNF dans la polyarthrite, qui est déjà commercialisé, similaire anti-TNF pareil, mais il faut refaire des essais cliniques, c'est-à-dire montrer à nouveau l'efficacité de notre produit. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas été conçu de la même façon, ce qui n'est pas le cas d'un générique. Okay ? Alors évidemment, le coût va quand même être un peu moins élevé qu'un nouvel anticorps monoclonal, mais quand même, il y a une différence ici au niveau des biosimilaires. Les autorités réclament un nouveau essai clinique. L'assurance qualité n'est pas la même, la caractérisation non plus, la stabilité est à revoir et l'immunogénicité, bien entendu. Ça, c'est une des limites des médicaments issus des biotech, c'est qu'on peut développer des anticorps contre les anticorps ou contre les... Ok. Je vous mettrai ça détaillé. Sur le marché, évidemment, il se développe. Hein. Là, pour l'instant, ouais,
là, on était en quelle année? En 2017. On va bientôt atteindre les 50-50. Et particulièrement, tous les médicaments anticancéreux sont pratiquement issus. Pourquoi? Parce que ça va être un traitement personnalisé. Je vous ai dit, il n'y a pas un cancer, il y en a des milliers. Et voilà, un cancer à la prostate chez quelqu'un, ce n'est pas le même chez l'autre. Donc il faudra personnaliser avec des anticorps, avec des doses un peu particulières. Alors les biotech, vous les avez ici. On a des anticorps monoclonaux, ça représente 20%, des hormones 11%, facteurs de coagulation 5%, facteurs de croissance 12%, des cytokines 7%, l'insuline et les enzymes 7%. Voilà. Et les vaccins, donc on met aussi là 18%. Vous avez donc la répartition ici des médicaments issus des biotech. Un petit mot des anticytokines, parce que c'est quand même celles qui sont aussi bien développées. Donc une cytokine va aller se fixer, vous avez ici les cytokines inflammatoires, c'est les IL1, TNF, IL6, vous les connaissez, va aller se fixer sur un récepteur membranaire, et donc on peut interagir avec ce récepteur. Ah oui, je vais avancer un petit peu là, voilà. On peut interagir avec ce récepteur. Alors, et puis on a des récepteurs solubles aussi. La cytokine peut aller se fixer sur des récepteurs solubles. Et à ce moment-là, on a la formation d'un complexe que l'on voit là. Et ce complexe ne peut pas aller activer le récepteur. OK ? Puisque c'est un complexe, c'est plus gros, ça ne peut pas aller se fixer sur le récepteur. Donc vous avez deux catégories. Vous avez les antagonistes ici, des anticorps monoclonaux qui vont aller fixer donc, la cytokine. Okay. À ce moment-là, la formation d'un complexe cytokine-anticorps monoclonal. Et donc ce complexe, qui est gros, ne peut pas aller se fixer sur le récepteur. Et puis on a des antagonistes de récepteurs, c'est le cas de l'antigénin, la kinérète. D'accord. Le kinérète, qui est un antagoniste de récepteur. Et à ce moment-là, si on a un antagoniste de récepteur, l'anticorps peut plus aller. L'anticorps va se fixer et la cytokine ne peut plus aller se fixer. C'est deux mécanismes d'action. Je vais passer là-dessus parce que je voudrais passer juste un petit peu de temps sur le développement et sur les différentes étapes. Et puis après, ça sera terminé. Développement, on va voir un petit peu rapidement les différentes étapes. Voilà un schéma qui résume les différentes étapes du développement d'un médicament, sauf qu'il est faux. On peut raisonner à partir d'un. Pourquoi il est faux? Parce que vous avez ici une échelle de temps qui va de 0 à 20 ans et qui représente les différentes phases. C'est complètement faux, parce que c'est jamais aussi net que ça sur un développement médical. Et puis vous avez un autre paramètre qui est faux, c'est que de 100 000 molécules, on va trouver un médicament. C'est un peu plus que ça. C'est même beaucoup plus que ça. C'est même beaucoup plus que ça. 100 000 molécules, c'est qu'on a beaucoup de chance. Si on peut un médicament par 100 molécules. Alors voyons voir les différentes étapes. Donc on a une phase de recherche qui consiste à isoler le principe actif. On a des études précliniques. Alors qu'est-ce que c'est les études précliniques? Je vais y revenir, mais c'est tout ce qui se passe avant la première administration à l'homme. Okay. Donc ça peut être sur l'animal, ça peut être sur les cultures, ça peut être. Ensuite, vous avez les études cliniques phase 1, phase 2, phase 3, qu'on appelle les phases de développement. Et puis là, on est à 10 ans. Et puis, il y a toute une période un peu difficile ici, de plusieurs années, qui consiste à remettre le dossier chez les autorités. Donc, pour obtenir l'AMM, autorisation de mise sur le marché, et puis la commission de transparence qui va fixer le prix. Alors, j'en parle déjà parce qu'en fait, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que vous avez bossé pendant des années et vous allez déposer le dossier, il est autorisé pour la mise sur le marché, puis vous allez négocier le prix, puisque vous avez la Sécu. Si vous n'êtes pas d'accord avec le prix, qu'est-ce que vous faites? C'est la négociation, je veux plus, etc. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les médicaments qui ont eu l'autorisation de mise sur le marché
en France. Ils sont commercialisés en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en Suisse. Non, la Suisse ne fait pas partie de l'Europe. En Suisse, en Italie, etc. Mais en France, ils ne sont pas commercialisés. Pourquoi? Parce que l'industrie n'a pas réussi à s'entendre sur un prix pour ce genre de test. Je pense que les médicaments sont assez efficaces. Ensuite, vous avez donc la partie de pharmacovigilance, où c'est la phase de phase 4. La pharmacovigilance, donc vous avez des centres de pharmacovigilance dans tous les CHU, il y en a un bien sûr à Rennes, qui collectent toutes les données d'effets indésirables ou de toxicité, surtout dans les premières années de commercialisation, et qui remontent ça au niveau national, au Centre national de pharmacovigilance, qui fait un bilan de tous les effets indésirables et qui repasse à l'agence du médicament pour savoir si on continue la commercialisation ou pas. Il y a une balance bénéfice-risque ici à évaluer, qui est très importante. Il y a une surveillance extraordinaire au niveau de la pharmacovigilance en France et en Europe. Tous les médecins enregistrent les effets indésirables, tous les pharmaciens, tout le monde est sensibilisé là-dessus, surtout sur les nouveaux médicaments qui viennent d'être commercialisés. Et donc, ça peut entraîner, bien sûr, le retrait de médicaments. Ça a été le cas pratiquement dans toutes les boîtes pharmaceutiques, un retrait même à la fois précoce. Pourquoi? Parce que les essais cliniques, ils sont faits sur quelques patients. Mais au niveau international, peut-être qu'on a des effets indésirables qu'on n'avait pas détectés chez les patients en essais cliniques. Donc, il y a cette phase de pharmacovigilance. Et puis, vous avez le brevet donc, qui dure 20 ans, avec parfois une augmentation de 5 ans. Mais voilà, 20 ans, c'est très court quand vous voyez que le médicament est commercialisé au bout de 13, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Vous n'avez que 4 ou 5 ans d'exploitation, parce qu'après, il y a les génériques qui arrivent, surtout s'il est bon. OK ? Alors, le développement préclinique, ça consiste à faire des tests d'efficacité et d'innocuité et de sécurité. Donc, on a 2 dossiers dans la phase préclinique, le dossier pharmacologique et le dossier toxicologique. Donc là, on fait des tests, on fait des batteries de tests, donc in vivo, in vitro, je veux pas, sur l'animal entier, in vitro, sur des cellules, des organes. Il faut définir la relation effet-dose. Pourquoi la relation effet-dose? Parce qu'il va falloir déterminer une posologie. Donc il faut bien trouver quelle est la dose efficace. Il y a des modules mathématiques, parce qu'une dose efficace chez la souris, comment on fait pour trouver chez l'homme? Non, il y a des calculs mathématiques qui se font très bien maintenant. Et puis effet-temps, savoir combien de temps il dure. Est-ce que ça dure 10 secondes, l'effet du paracétamol, ou est-ce que ça dure 2 heures? Voilà, c'est surtout un antihypertenseur, par exemple. En fait, l'idéal, ça serait qu'un médicament, on le prenne une fois et ça dure 50 ans. Ça serait génial. C'est difficile. Donc, on essaie de trouver des médicaments qui durent au moins 6 heures, 8 heures, 10 heures, 12 heures, etc. Pour 2 prises par jour. Connaître son mécanisme d'action, ça, c'est vraiment clé. On ne peut plus mettre un dossier d'AMM sans connaître le mécanisme d'action et les éventuelles interactions. Alors, ce qu'on fait, mais ça, je vais passer très vite, on détermine la CE50, donc on trace des courbes comme ça, avec l'efficacité et puis la dose, et puis on voit ici l'effet maximum, et on mesure la dose qui fait 50% d'effet, bon, c'est classique. Les études pharmacocinétiques, c'est très important, on a vu ADME, donc absorption, distribution, métabolisme, excrétion. Donc là, on fait ça chez l'animal. Alors, il y a des animaux qui sont plus proches de l'homme que d'autres. Si vous faites l'absorption chez la souris, ça ne va pas forcément représenter ce qu'il y a chez l'homme. Donc, voilà. Donc, c'est le chien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'heure? Non, j'ai presque fini. T'inquiète pas. Une petite parenthèse sur la pharmacologie de sécurité. Alors, c'est quelque chose de plus récent que les dossiers. La pharmacologie de sécurité, c'est essayer de trouver des effets indésirables aux doses, à la posologie que l'on a déterminée. Ce n'est pas la toxicologie. Vous savez comment on fait des tests de toxicologie? Enfin, je ne vais pas... Ouais.
Ils vont apprendre hein, dans les yeux de toxico. En fait, on augmente la dose jusqu'à trouver un effet. Hein, c'est ça la toxico. Là, la pharmacologie de sécurité, c'est connaître les effets indésirables aux doses thérapeutiques envisagées. Donc une fois qu'on a établi la posologie, on va faire des tests sur certains organes qui sont vitaux. Et je vous les ai mis là. D'accord ? Les fonctions vitales prioritaires. Donc c'est système nerveux central et on teste l'activité motrice et le comportement. Le système cardiovasculaire, donc la pression sanguine, le rythme cardiaque, et la fonction respiratoire, le volume respiratoire. Ça, c'est absolument obligatoire. Okay ? En test préclinique, on va tester la pharmacologie de sécurité. Et puis, on peut avoir des tests complémentaires, ça dépend de l'indication du produit, soit système rénal et urinaire, système gastro-intestinal ou système immunitaire. Les études de pharmacocinétique et toxicocinétique préclinique. Donc, alors on fait deux choses, soit après administration unique, la pharmacocinétique, hein, pour voir la durée d'effet du produit. Alors s'il ne dure que 10 secondes, là on est un peu embêté, quoi. Il va falloir trouver des astuces. Hein, parce que ça veut dire qu'il faut prendre un comprimé toutes les 10 secondes pour avoir un effet. Et puis donc à dose répétée, et surtout quand on fait des doses répétées, ce qui est important, c'est l'accumulation dans les tissus. Et puis les lésions tissulaires, effectivement. Les études de toxicité, je vais passer très vite, parce que vous verrez ça aussi dans les yeux de toxico. Vous avez 4 types de tests. La toxicité aiguë, c'est qu'on administre une fois le médicament et on monte les doses jusqu'à avoir un effet. Toxicité chronique, sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec administration répétée. Les études de reprotoxicité, c'est voir chez un animal qui attend des petits les conséquences sur les fœtus ou sur la naissance, etc. et sur la reproduction, c'est très important. Alors pourquoi, tiens, question un petit peu, pourquoi la plupart des médicaments sont contre-indiqués chez la femme enceinte et chez le nouveau-né? Parce qu'on ne peut pas faire de tests cliniques chez la femme enceinte et chez le nouveau-né. C'est pas éthique. Personne ne peut accepter de faire ça. Donc il n'y a aucun médicament qui a été testé chez la femme enceinte avec les conséquences sur le fœtus ou sur la reproduction, ou chez le nouveau-né, chez les nourrissons, c'est impossible. On a un petit peu d'expérience avec le paracétamol, mais c'est vraiment un des seuls médicaments qu'on peut utiliser. Mais vous verrez, hein, si vous lisez le RCP, vous savez ce que c'est le RCP ? C'est la notice qui est à l'intérieur. Résumé des caractéristiques du produit, RCP. Vous verrez, c'est contre-indiqué chez la femme enceinte et chez le nourrisson. D'accord ? Pourquoi ? Parce que c'est impossible de faire des essais cliniques. Ce n'est pas éthique. Il n'y a aucun comité d'éthique qui acceptera de faire ça. OK ? Bon, je vais avancer un petit peu, hein, parce que là, c'est... Donc voilà un petit peu résumé des phases de tests précliniques. Donc on a des tests in vitro et chez l'animal. Alors chez l'animal, ça c'est beaucoup réduit. Hein, pourquoi ? Parce qu'avec les anticorps monoclonaux, les produits issus des biotech, on ne les teste pas chez la souris, hein, c'est impossible. Hein, ça ne marche pas, quoi. Et d'ailleurs, il y a un gros problème ici, c'est les tests de toxicologie. Qu'est-ce qu'on fait comme... Tiens, vous poserez la question à mes collègues de toxico, là, pour les yeux. Qu'est-ce qu'on fait comme test de toxico pour les produits issus des biotech ? Bon, on fait essentiellement de la lyse cellulaire, ou, hein, des choses comme ça en culture, ou des attaques sur les tissus qui proviennent de l'humain. Donc ici, à partir de là, donc on fait des analyses des effets toxiques. Hein, on a vu, bonne distribution dans l'organisme, point d'interrogation, pas de rejet prématuré de la substance active, et puis une absorption satisfaisante. Donc ensuite, on passe aux phases de test clinique de phase 1. Qu'est-ce que c'est la phase 1 ? Eh bien, en fait, la phase 1, c'est la première administration d'un nouveau médicament chez l'homme. Et on utilise donc plutôt des volontaires sains. Volontaires sains, ça veut dire en bonne santé,
moins de 30 ans, sportifs, voilà, etc. Donc qui vont absorber ce nouveau médicament. Volontaires en bonne santé, voilà. Bon, là, il est couché, mais en général, il est debout. Et donc, on va tester. Alors, c'est fait dans des sociétés ou à l'hôpital, hein, pas de souci. On teste la toxicité. Alors, comment on va faire la toxicité chez un volontaire sain? Eh ben, on lui fait absorber le médicament, puis on augmente, jusqu'à voir quelque chose. Ça fait peur. Hein. Non, mais il y a des tests électroencéphalogramme, pression artérielle, cardiogramme et tout ça. Dès qu'il y a un petit problème, on le voit tout de suite. Hein. C'est pas, voilà, problème d'absorption. J'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Bon, on arrête tout de suite. Et donc, toxicité, absorption, là, c'est très important. Hein, l'absorption, on verra tout à l'heure que la plupart des médicaments pour lesquels on arrête un essai clinique, c'est à cause de l'absorption. C'est-à-dire que le médicament ne passe pas. Et puis, dosage acceptable, c'est la posologie. Donc là, on est OK. Sinon, on arrête tout de suite si la molécule est mal tolérée, d'accord, par rapport à l'efficacité attendue. La phase 2 et 3, c'est fait chez les patients. Donc la phase 2, c'est sur des petites cohortes de patients. D'accord ? Donc on teste l'efficacité de la molécule, test sur des malades, tolérance, quelle dose, activité, voilà, chez la phase 2. Et la phase 3, donc, c'est au niveau international. Donc on est sur des études de 10 000 à 550 000 patients, vous voyez. On applique le principe du double aveugle, c'est-à-dire que ni le malade ni le médecin savent quels médicaments ils vont prescrire. Parce qu'on compare toujours à un placebo. Ok ? Placebo, ça veut dire l'équivalent du médicament sans le principe actif. Mais ni le malade, ni le médecin qui fait l'essai ne savent ce qu'ils ont administré. Okay, donc ça permet les statistiques. Est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas? C'est la réponse qu'on veut avoir. Et puis on compare. Alors oui, alors ça, la comparaison quand elle existe avec un médicament dont l'efficacité est déjà démontrée, alors ça c'est fait surtout pour l'agence européenne. Pourquoi ? Parce que les systèmes de remboursement au niveau européen sont plus développés qu'aux États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays très libéral, donc ils disent vous montrez que le médicament marche, après c'est à vous de faire la pub, de montrer qu'il est meilleur que les autres. Mais en Europe et surtout en France, il faut montrer que ce qu'on veut développer est meilleur que ce qui existe déjà. Et de toute façon, on le fait. Pourquoi ? Parce qu'après, il faudra discuter du prix. OK ? Petite parenthèse aussi. Pour le développement des médicaments anticancéreux, on ne fait pas de phase 1. On n'administre pas chez le volontaire sain. Hein, vous comprenez pourquoi ? Les comités d'éthique refusent absolument qu'on teste un anticancéreux chez un volontaire sain. Donc on passe tout de suite en phase 2. Mais en général, on trouve toujours des volontaires en phase 2 pour tester les anticancéreux parce que c'est des gens dont le traitement anticancéreux s'est avéré négatif, ou alors ils ont développé des résistances. Donc ils sont prêts à essayer des nouveaux médicaments. De toute façon, voilà. Et alors juste quelque chose d'un peu déprimant, c'est que, on va dire, le critère de jugement d'un médicament anticancéreux, c'est le taux de survie. OK ? Sur un essai clinique, et il est mesuré en semaines. OK ? Alors voilà juste un petit schéma au niveau international pour voir le nombre de médicaments en développement. Donc aux États-Unis 1500, en Europe on est un peu plus faible. Vous voyez, Suède 74, Suisse 120, France 150, Allemagne, Royaume-Uni. C'est plus facile de faire des essais cliniques chez les Anglais qu'en France. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont des comités d'éthique un petit peu plus souples et tout. Donc, en fait, le Brexit embête beaucoup les laboratoires européens parce qu'ils faisaient beaucoup d'essais cliniques en Angleterre. C'est plus facile en Angleterre de faire des essais cliniques que de faire des essais chez l'animal. Ils protègent plus les chiens que les patients. Mais bon, c'est les Anglais, quoi. C'est pas comme nous, quoi. Ils sont... Et puis alors, quelle est la procédure ensuite, une fois qu'on a un médicament qui marche ? Donc c'est la procédure AMM, d'accord ? Donc on a une procédure centralisée maintenant avec l'EMA, l'European Medical Agency, d'accord ?
qui est l'Agence européenne du médicament. Et donc, si on a l'accord de l'Agence européenne, on a l'autorisation pour tous les pays de la communauté européenne. Donc ça, c'est quand même un très gros progrès, parce qu'avant, il fallait faire un dossier pour chaque pays. Alors, ça existe encore, il y a des procédures décentralisées, où le laboratoire dépose son dossier simultanément dans tous les États membres. Ça se fait de moins en moins. Et puis, il y a des procédures de reconnaissance mutuelle. Alors là, ça existe par exemple avec la Suisse. Si on a une autorisation de mise sur le marché européen, la Suisse ne fait pas partie de l'Europe, mais elle accepte effectivement de l'autorité européenne. Et puis, il y a des procédures nationales, mais ça existe de moins en moins. Et puis, il y a la commission de la transparence, et je vais terminer là-dessus. Donc, la commission de transparence, c'est celle qui donne les remboursements. Donc, elle évalue ce qu'on appelle l'ASMR, l'amélioration du service médical rendu, c'est-à-dire, en gros, l'efficacité du nouveau médicament. Okay ? Donc, elle va classer l'efficacité du nouveau médicament au vu des essais cliniques, et en fonction de ça, elle va proposer un taux de remboursement. Alors, je vous ai mis le classement là, mais c'est tout à fait anecdotique. D'accord ? Donc, vous avez progrès thérapeutique majeur, et puis là, vous avez avis défavorable à l'inscription, pas d'amélioration. On a tous les niveaux, etc. Je ne vais pas détailler. Un petit mot juste sur le temps de développement. C'est un tableau qui résume les temps de développement de médicaments. Donc, on va prendre deux exemples, par exemple. L'oméprazole, qui est un super anti-ulcéreux, super. C'était le premier inhibiteur de pompe à protons. 22 ans, okay, pour la commercialisation. Donc vous avez les temps ici, vous voyez. La synthèse a mis 12 ans, voilà. Le projet a été démarré en 1966 et le produit a été synthétisé en 1978 et la phase 1 en 1981. Donc ça a été très vite après. Mais vous voyez, 88, donc 22 ans le développement. Et si vous prenez maintenant des nouveaux médicaments comme les anticorps monoclonaux ici, qui bloquent HER2, donc le récepteur à l'estrogène, vous voyez qu'on est réduit à 10 ans. Et en fait, on est maintenant un peu plus en dessous de 10 ans pour les nouveaux médicaments issus des biotech. Donc c'est quand même un sacré progrès. Il y a moins de toxicos aussi. Il y a moins de tests de toxicos qui prennent un temps fou. Les tests de toxicos, c'est sur la durée. Et puis un dernier schéma donc, sur les raisons d'arrêt de développement, c'est surtout le principal, c'est la pharmacocinétique. Donc le produit ne passe pas. Alors même si c'est là où finalement on s'aperçoit des fois au niveau des essais cliniques qui ne passent pas, alors qu'on a fait tous les tests chez les animaux. C'est là la limite de l'utilisation d'expérimentation animale. Pourquoi ? Parce qu'on a fait des choses qui passaient bien chez la souris, chez le rat, chez le chien, chez le lapin, chez le cochon d'Inde, tout ce que vous voulez, et puis ça ne passe pas chez l'homme. On n'est pas un lapin non plus. Et puis le manque d'efficacité, 30%. Et vous voyez que finalement la toxico, 11%, ou des effets indésirables, 10%, vous voyez qu'on est quand même très prudent, c'est assez peu finalement par rapport à ce qui est arrivé. Et je termine en disant un petit mot de CTM. Donc l'UECTM, dont je suis responsable, c'est au deuxième, donc je vous encourage à venir. Venez. Est-ce qu'il y a des questions ? Ah oui, peut-être. Moi, je sais qu'il y a une question que là, on l'a posée. J'ai dit, demandez à Vincent. Il y a personne qui avait des questions à poser sur le métier des tech. Qui m'a envoyé un email en me demandant de rencontrer pour que je lui explique le métier. Ah, mais tiens. Qu'est-ce que c'est le métier ARC ? Où est-ce que ça se situe dans ce que tu as fait ? Non, je pose la question, mais ça intéresse tout le monde. C'est tous les tests cliniques. Tous les tests cliniques. Donc en fait, pour un test clinique, que ce soit en phase 1, en phase 2 ou en phase 3, vous avez un directeur d'études, d'accord, et qui a sous sa responsabilité des ARC, attachés de recherche clinique. Les attachés de recherche clinique sont là pour collecter toutes les données, surtout quand c'est multi-essais dans des hôpitaux différents, même à l'étranger. Il faut que l'ARC aille chercher dans chaque hôpital toutes les données cliniques.
et les mettre en forme pour le directeur d'études cliniques. Donc c'est très intéressant parce qu'on est en contact, pas forcément avec les patients, mais avec les médecins qui font les essais cliniques et qui vous disent... Parce qu'il y a dans les réunions de service, au niveau hospitalier, ils regardent aussi les résultats des essais cliniques. Les médecins sont très intéressés, évidemment, par des nouveaux médicaments. C'est aussi leur job. Et donc, souvent, les ARC me disent qu'ils participent aux réunions d'équipes de service dans les hôpitaux, où justement sont discutés aussi les résultats. Donc, alors il y a plusieurs stades. Soit vous commencez ARC sur une étude, et puis après ARC sur plusieurs études en même temps, dans plusieurs pays aussi. Voilà, c'est quand vous avez un peu plus de métier, vous montez en grade et puis vous savez où ça en est. Voilà, c'est un peu ça le métier. Il y a des jobs, mais alors les essais cliniques, il y a des jobs partout. Je sais que ce soit les étudiants du master BMC ou les étudiants de pharma, en essais cliniques, ils trouvent tous des stages et des jobs. Il faut être mobile, il faut bouger. D'autres questions ?